m'appelle Jacob Racine, j'habite à Escuminac, dans la baie des Chaleurs. Dans la vie, je partage mon temps en deux occupations. Je suis guide en tourisme d'aventure, puis je travaille sur le chemin de fer de la Gaspésie également. J'ai une passion, c'est celle de raconter mes aventures en dehors de ces deux occupations. Le métier de guide d'aventure est venu dans ma vie un peu naturellement. J'étais un gars qui aimait jouer dehors, qui aimait être avec des amis, donc j'ai fait ça en 2002. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté, toujours l'été ou l'hiver. J'ai développé avec le temps une passion pour l'hiver, les longues expéditions de plusieurs mois en Arctique. Et bien forcément, à chaque fois que je pars, étant donné que je suis dans des milieux sauvages et que mes organisations ne sont pas tout le temps à la fine pointe, il m'arrive un paquet d'anecdotes que j'utilise dans mes contes. L'envie de raconter mes aventures est venue de mon jeune âge. J'étais déjà dans un univers un peu fantastique. Je suis un gars qui a beaucoup d'imagination. J'ai étudié en théâtre. Tout ça fait en sorte que j'avais toujours une petite propension à aller raconter des histoires. Et puis, j'ai eu le vrai déclic en 2008, quand j'ai fait la traversée du Canada en canot d'écorce avec un show de télé qui s'appelait Destination Nord-Ouest. Et là, je devais à tous les jours raconter ce qu'on avait vécu. Et là, pour moi, ça a été vraiment l'étincelle où là, je me suis mis à vraiment développer mon côté conteur, puis rajouter de l'anecdote, puis rajouter du crémage par-dessus ce qui m'était arrivé pour en faire des véritables contes finalement. Mes histoires, c'est tout basé sur des faits réels. Okay? À la base, là, il faut que vous sachiez, tout ce que je raconte, ça s'est réellement passé. Mais ça ne s'est pas réellement passé exactement comme je le compte. Fait que donc, la base, c'est du réel que je bonifie, que j'amplifie. Parfois, un détail qui s'est passé pendant 4 secondes prend 15 minutes à raconter dans un show parce que justement, je vais le bonifier, je vais mettre du crémage, je vais le gonfler. Donc, oui, c'est vrai, 70 % de ce que je compte est réel, 30 % c'est du show. Les raisons principales qui me poussent à faire des contes, c'est de démystifier l'aventure. On voit souvent les aventuriers comme des gens très sérieux, qui font des trucs très difficiles, qui mettent leur vie en danger et qui sont comme dans une classe à part. De mon point de vue à moi, tout le monde est un aventurier, tout le monde peut se lancer à plus ou moins grande échelle dans leurs propres aventures et donc de vivre ce que moi je vis. Donc, le but principal de raconter ça, c'est de démontrer qu'on peut traverser le Grand Nord canadien, croiser des ours polaires sans nécessairement se prendre au sérieux, en vivant ça de toutes sortes de façons et donc c'est accessible à tous et à toutes. Mon but, c'est de rendre l'aventure accessible. Quand je monte sur scène, là, ça me fait tellement du bien de connecter avec les gens puis de raconter mes folies que ce que je souhaite que les gens retiennent, c'est que c'est pas parce qu'on est fou qu'on peut pas faire des choses intenses et que ça prend un peu de folie pour briser notre quotidien, briser l'espèce de routine dans laquelle on se sécurise. Donc, moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est quand les gens se rendent compte qu'ils peuvent faire des folies, ils peuvent sortir du cadre à leur niveau et vivre des choses un peu plus intenses qui, forcément, créent le souvenir. Et c'est ça que je cherche à faire constamment, générer des souvenirs que je vais garder toute ma vie ou jusqu'à ce que je fasse l'Alzheimer. Ça dépend. L'histoire que je vais vous raconter se passe en terre de Baffin. Pour vous situer, l'île de Baffin, c'est à 2500 km au nord de Montréal, c'est à 500 km à l'ouest du Groenland, c'est à 2 minutes à pied du Père Noël. C'est un endroit magnifique où il y a un parc qui se nomme le parc Ayutuk, dans lequel se trouve une gorge, une espèce de canyon de 160 km de long, avec des parois verticales de granit de pratiquement 2 km de haut. Un endroit unique que j'ai toujours rêvé d'aller skier. Alors j'ai organisé mes flûtes, je suis allé là-bas et je croise un gars
qui s'en va faire la même expédition que moi, qui s'appelle Bruno Pierre. On ne se connaît pas du tout, mais on se dit, pourquoi pas se jumeler et faire l'aventure ensemble. On se retrouve au début du parc, et pour faciliter l'aventure, on décide de se partager les équipements de groupe. Je prends la tente, il prend le réchaud avec l'essence. Il faut comprendre que Bruno Pierre, il fait à peu près 120 livres, 5 pieds 4. Il n'est pas très grand, pas très gros, mais on se dit que s'il prend l'essence, au fur et à mesure qu'on va la consommer, son traîneau va s'alléger, ça va être plus simple pour lui. Donc moi, je pars confiant avec lui. On divise nos choses et on part avec nos traîneaux. C'est magnifique. Un endroit où il fait moins 35, de la glace partout, des murs, le soleil qui vient plomber, l'ombre. J'ai l'impression d'être au pays des géants, dans la terre d'Asgard, dans la terre des dieux. C'est incroyable. Au bout de 4 jours de ski, Bruno Pierre, il n'arrive pas à suivre la marche. Il est toujours très, très, très loin derrière moi. Et même que quand je l'attends, j'ai obligé d'attendre des fois 35-40 minutes. Il faut comprendre qu'il fait moins 25, moins 30. À chaque fois que je l'attends, j'ai extrêmement froid parce que je ne bouge pas. Le 5e jour, je vais le voir le matin et je lui dis « Qu'est-ce qui se passe, Bruno Pierre? Est-ce que ça va? » Il me dit « Écoute, Jacob, je file pas. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai beau manger des noix pour essayer de garder mon énergie. J'y arrive pas. Je me sens épuisé. J'ai mal au cœur. Je file tout croche. » Bon, je décide de descendre le tempo pour lui permettre de nous suivre. On passe la 5e journée comme ça, tranquillement, tranquillement. Mais malheureusement, il est toujours derrière moi. Il n'arrive pas à prendre le dessus. Je m'installe, j'installe le campement. On vient de monter un immense mur de roc qui retient un lac. On est en plein centre du parc. On s'installe sur le lac gelé et pendant que je monte la tente, j'installe les réchauds. Bruno Pierre est assis sur une roche sur le bord du lac, en train de manger ses noix, le regard perdu vers l'horizon devant ce paysage unique. Et là, j'installe le réchaud et je réalise que ma bonbonne d'essence, elle est complètement vide. Alors, je vais dans le traîneau à Bruno Pierre, car c'est lui qui transporte l'essence. Et pour ne pas fouiller dans ses affaires personnelles, je dézippe à peine le sac, je rentre ma main et j'attrape la canisse d'aluminium de Nafta. La canisse contient 5 litres de naf et là, elle est complètement vide. Je me dis, peut-être que Bruno Pierre a fait plusieurs remplissages de sa propre canisse de son réchaud. Peut-être que l'essence est là. Je replonge ma main, je ressors le réchaud à Bruno Pierre et sa canisse d'essence est complètement vide. Il n'y a plus d'essence. Je dézippe complètement le traîneau à Bruno Pierre, j'ouvre la housse et là, une odeur de Nafta me monte aux yeux, tellement fort que je dois prendre un pas de recul. Il faut comprendre que le Nafta, c'est une essence qui est tellement raffinée qu'elle s'évapore jusqu'à moins 50. Et en s'évaporant, elle laisse une poudre blanche. Et là, je remarque, tout le fond du traîneau de Bruno Pierre est recouvert de poudre blanche. Je me tourne vers BP qui est assis plus loin. Je dis « BP, tout le Nafta a coulé dans ton traîneau, t'as pas senti ça? » Et là, lui me dit « Ben non, j'ai pas pu. J'ai joué au football quand j'étais adolescent, puis j'ai tous les sinus pétés. Je sens plus rien, puis je goûte plus rien. » Man, toutes tes noix traînent dans le Nafta depuis 5 jours. Tu manges des peanuts au gaz, tu peux bien pas avoir d'énergie. Ah, il dit, je trouvais qu'il y avait une texture bizarre sur mes noix. On est foutus. On n'a plus d'essence pour faire fondre la neige pour boire de l'eau. On n'a plus d'essence pour réhydrater notre nourriture. On ne peut plus manger, on ne peut plus boire. On est à 75 km de la sortie du parc, où le village le plus proche est genre au Groenland. On est foutus. Je prends mon téléphone satellite, j'appelle les dirigeants du parc et ils me disent « Ne t'inquiète pas, Jacob. Il y a dans le parc des barils bleus dans lesquels il y a sac de couchage, tente et Nafta. On va vous donner les coordonnées. » Et là, ils nous donnent les coordonnées. Longitude, latitude, 2 décimales. La dernière personne qui a utilisé ce système-là, c'est Christophe Colomb. Puis il pensait être tombé en Asie quand il est arrivé en Amérique. Ça vous donne une idée de la précision de la chose. On a juste un GPS. Il y a 3 barils à trouver qui sont à 3 endroits opposés. Moi et Bruno Pierre, on commence à réfléchir et pendant qu'on parle sur la stratégie à adopter, le vent se lève, la tempête commence à monter, les tourbillons de neige commencent à se former. Vous savez, le feeling de « ça part d'ici », là. Puis là, ça monte. Là. Puis à un moment donné, ça se fait comme « ah ». Peut-être que l'idée de se séparer dans le milieu d'une tempête de neige alors que le village le plus proche est genre au Groenland n'est peut-être pas une si bonne idée que ça.
Ben nous autres, ce feeling-là, là, on l'a jamais eu. Fait qu'on s'est séparés. BP part de son bord avec le GPS, des coordonnées. Je pars de mon bord avec une carte et des petits X marqués sur la carte où les barils devraient se trouver. Et je me mets à skier, à skier, à skier, à skier. Le vent se lève, je vois plus rien, je vois à peine quelques mètres en avant de moi. C'est à peine si j'aperçois les murs de granit de 2 km de haut qui m'entourent. J'avance, j'avance, j'avance et là, une pensée commence à s'introduire dans mon esprit. Un ours polaire dans une tempête de neige. C'est peut-être pas l'affaire la plus facile à voir. J'avance, je skie, 1 heure passe, 2 heures passent, 4 heures passent. Toujours rien. À un moment donné, complètement découragé, je m'écrase derrière une pierre pour essayer de me couper du vent. Et à quelques dizaines de mètres de moi, j'aperçois du bleu. Je me dis, le baril. Je fonce vers le baril et effectivement, j'ai trouvé un baril sauveur. J'ouvre le couvercle et à l'intérieur, rien. Seulement des traces de griffes d'ours polaire qui a déchiré tout le flanc du baril et qui a vidé son contenu. Est-ce que l'ours est passé il y a 2 semaines, il y a 2 jours ou il y a 2 minutes? J'ai aucun moyen de le savoir. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'un ours est venu et qu'il est peut-être encore là. Je vire de bord, je me mets à skier ma vie pour aller retrouver la tente. Et je skie 1 heure, je skie 2 heures, je skie 3 heures. Et à travers la tempête de neige, avec les petits repères de roches que je peux réussir à avoir, je retrouve la tente. Bruno Pierre n'est pas là. Je m'installe dans la tente, dans mon sac de couchage et j'attends. J'attends 1 heure, j'attends 2 heures. Et là, une pensée commence à s'installer dans ma tête. Et s'il était mort? S'il avait rencontré un ours? S'il s'était perdu ou blessé? Plus j'attends, plus sa situation peut-être est en train de se dégrader. Pris par de remords de peut-être laisser mon ami mourir dans le froid, je décide de chausser mes skis, de me rhabiller et je repars vers la moraine. Je descends le mur de pierre et au moment où je suis en train de descendre le mur de pierre, j'aperçois Bruno Pierre qui remonte avec le baril sur le dos. À l'intérieur, naphta, nourriture, tout ce qu'il faut pour nous sauver. Je suis tellement content! Je le prends dans mes bras, on retourne à la tente et là, je lui demande de m'expliquer comment il a fait pour trouver le baril. Et là, il m'explique. Jacob, j'étais complètement découragé. J'arrivais pas, j'avais beau m'en aller sur chacun des points, les barils n'étaient jamais là. Alors, à un moment donné, je me suis assis sur une roche et je me suis dit, si j'étais un Inuit. Alors, il s'est mis à réfléchir en mode Inuit. Et là, je ne sais pas si c'est les vapeurs de naphta ou si c'est son chi intérieur, mais il s'est téléporté dans le corps d'un Inuit ancestral. Et il a réussi à observer le long de la paroi une espèce de pente montante. Il a embarqué sur cette pente-là, il est arrivé sur un plateau. Et sur le plateau, un Inukshuk. Et derrière l'Inukshuk, le baril sauveur. Aujourd'hui, je peux dire que je dois la vie à mon ami Bruno Pierre. Ça, c'est indéniable. Et je me suis dit même que c'est rassurant de partir avec un gars comme Bruno Pierre. Parce que si jamais un jour je suis dans la marde, rectification, la prochaine fois que je vais être dans la marde, si je suis avec Bruno Pierre puis qu'on se perd, bien, on a la recette. Une poignée de peanuts, un peu de naphta. Il va se téléporter dans un caribou puis il va nous sortir de là.